Alors, bonjour Elodie, bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de te recevoir. Je vais commencer par te présenter parce que tu as fait un sommet il y a quelques semaines dans lequel tu as reçu une femme qui disait qu'il ne fallait pas demander aux personnes de se présenter directement. Ça s'appelait la patate chaude. Et donc, Absolument. du coup, je vais commencer par te présenter, puis tu me corriges si je fais une petite erreur. Donc, tu étais commerçante au début, et Mmh. puis après, tu as eu une sorte de lumière, tu es passée infirmière, puis responsable de bloc opératoire. Et puis, un événement dans ton parcours fait que tu arrêtes, tu restes enfermée au début, tu poses quelques questions, j'imagine, et puis tu deviens la Nastigale de France. Tu te lances dans l'achat-revente de vêtements d'occasion. Et puis maintenant, tu es coach. C'est bien ça, Ouais. Alors, c'est un petit peu dans l'autre sens, si tu veux. D'abord, salut Hello, je suis vraiment super contente de participer à ton podcast. Ça va être un moment super chouette, j'en suis certaine. Alors, moi, comment ça s'est passé? C'est un petit peu l'inverse, en fait. J'ai d'abord été infirmière, puis responsable de bloc opératoire. Puis, je vais te la faire très, très brève. Puis après, ouais, il y a eu un événement qui a fait que j'ai complètement pété un câble. Bon, bref, il y a eu le décès d'une patiente. On m'a accusé d'avoir été responsable de ce décès, alors que je n'y étais pour rien. Mais c'était facile. Donc, effectivement, c'est suite à ça que je suis restée renfermée chez moi parce que ça m'a fait tomber en mode dépression sévère. J'avais déjà un burn-out qui me tournait autour depuis un moment avec l'hôpital. Donc là, pour moi, c'était la totale. Et en fait, c'est en restant renfermée chez moi, si tu veux, pendant 6 mois, puisque du jour où il m'est arrivé cette histoire à l'hôpital, je suis rentrée à la maison. C'est-à-dire que j'ai passé la pire journée de ma vie, je crois, vraiment, parce que la police est arrivée, les services administratifs sont arrivés. Enfin bref, je me suis retrouvée dans un monde que moi, je connaissais personnellement pas du tout. Et voilà, quoi, on m'a fait comprendre toute la journée que il fallait que j'aille au commissariat et puis que si j'étais interpellée pour une accusation comme ça, je pouvais pas rentrer à la maison, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passait, en fait, dans la vie. Et pour moi, c'était tellement pas possible que voilà. Donc, ouais, j'ai passé la journée à essayer de me défendre, à essayer de prouver que je n'y étais pour rien. Et en fait, voilà, il y a un seul policier dans toute la, je sais pas comment on appelle ça, dans toute l'équipe, dans tout le staff qui est arrivé, quoi, qui m'a cru. Et voilà, quoi, c'est celui qui m'a très clairement sauvé la mise, puisque je pense que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, donc ouais, il y a des gens qui écoutent pas, puis il y a aussi des gens qui sont plus humains, qui arrivent à entendre ce qu'on a à dire. Et voilà, mais bon, pour moi, une fois que, même si voilà, je suis rentrée chez moi le soir, c'était clairement terminé. Il y a eu une espèce de fracture qui s'est opérée, et c'est pour ça que je suis rentrée à la maison, j'ai fermé la porte, et puis je me suis dit, c'est fini, quoi. Je ne sors plus, je veux plus travailler, je veux plus voir les gens, je me suis sentie trahie, abandonnée, on m'a menti, on m'a floué, on s'est servi de moi. Enfin, franchement, je me suis sentie le dindon de la farce, en fait. Voilà. Et c'est ces 6 mois à la maison qui ont fait que je m'ennuyais profondément. De toute façon, je ne voulais plus travailler, je ne voulais plus parler, je ne voulais, voilà. Et mon issue de secours, c'était Internet, en fait. Je me suis amusée sur le net. Et puis, il fallait bien quand même que j'avais besoin de fringues un petit peu. Je m'ennuyais tellement que, voilà, mon seul hobby, c'était celui-là, pour sortir, enfin, pour penser à autre chose. Et voilà, quoi. Donc, ce hobby, je sais pas, un jour, je me suis dit, mais attends, j'ai eu une espèce de déclic en me disant, mais attends, Hello, si t'as vu dans la situation dans laquelle tu te trouves, t'es renfermé à la maison, t'es en mode dépressif, t'as plus envie de rien, t'as plus goût à la vie. En fait, je suis sûre que tu dois pas être la seule, quoi. Et moi, si j'achetais des fringues, c'était vraiment une espèce d'exutoire. Et je me suis dit, mais comment font, en fait, toutes ces nanas qui sont dans ma situation, qui sont renfermées à la maison, qui ont peur de la foule, qui ont peur du regard des autres, qui n'arrivent pas à acheter de fringues parce qu'elles sont terrifiées à l'idée de se voir dans un miroir, etc. Comment elles font? Elles doivent faire comme moi, elles doivent acheter sur le net. Et du coup, je me suis dit, mais de toute façon, tu veux plus travailler pour un patron, tu veux plus travailler pour personne, tu veux être responsable de ta vie.
et si tu tentais, quoi. Donc, et je l'ai fait, mais vraiment sans attente, hein, très, très clairement, sans aucune attente. C'était vraiment pour m'amuser, clairement. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai commencé à vendre des fringues d'occasion de chez moi, quoi, parce que ça débordait, je faisais qu'en acheter. Donc, naturellement, il y a un moment où ça va plus. Et j'ai commencé à revendre ça, j'ai testé comme ça, puis j'ai vu que ça fonctionnait quand même pas mal, assez étonnamment. Ça allait très vite, encore plus étonnamment. Puis je me suis dit: «Mais ça va, les fringues d'occasion, ça va un moment, mais peut-être que les gens, ils ont envie d'autre chose, quoi». Et là, j'ai commencé à acheter des fringues neuves, alors évidemment en déclaré, hein. Je veux dire, j'ai ouvert une, attends, à l'époque, comment ça s'appelait? Parce que je te parle de ça il y a super longtemps. Je me rappelle plus, mais c'était en mode auto-entrepreneur, quoi, tu vois? C'était un peu le même truc. Et voilà, et j'ai commencé à vendre des fringues sur eBay. Sur eBay, parce que eBay, ils venaient d'ouvrir une espèce de, tu sais, au début, il y avait que des trucs d'occasion, et puis après, ils ont ouvert une espèce de pôle à part pour les professionnels. Mais alors, c'était me semble-t-il, en 2005, hein, tu vois? Je ne vais pas dire, je crois que c'est ça, 2005. Et, heu, et voilà, et j'y suis allée comme ça. Mais le truc, c'est que le e-commerce, bah, en fait, ça existait carrément pas, quoi. Tu vois, c'était vraiment les prémices. Et on s'est laissé, enfin, je me suis laissée, mais complètement submergée par ce qu'on peut appeler du succès, parce que là, pour le coup, ma vie a été transformée, quoi. Je veux dire, tu passes de zéro, et en plus, tu penses même pas faire du chiffre. Enfin, Au ton début, mindset, tu vivais pour non! personne, quoi, c'était juste ça. Ouais, c'était en fait, je me suis dit: «Mais attends, il y a un moment, tu vends des fringues, ça va un moment parce que c'est de l'occasion, mais si tu vends des fringues, des fringues neuves, quoi, enfin, tu peux pas vendre ça au black, enfin, c'est pas Ouais, possible, ouais. quoi». Donc, ouais, je me suis mis, en toute légalité et tout ça, en me disant: «Ben, on va tester». J'ai dit à mon mari: «On va tester, je vais tester, franchement, je sais pas ce que ça va donner, hein». Il m'a dit: «Bah, écoute, teste et puis tu verras bien, quoi», voilà. Le truc, c'est que putain, j'ai testé, mais je sais pas, en espèce de 3 mois, la maison, elle était mais remplie de fringues. Et j'ai dit à mon mari: «Mais là, attends, Seb, il faut faire un truc. On peut plus vivre comme ça, quoi». On était dans les cartons, il y en avait dans la salle de bain, dans les toilettes, dans les chambres, dans le cellier, sur la terrasse, dans le salon, il y en avait partout. Et il m'a dit: «Bah, écoute, on te prend un local pour que tu puisses entreposer ça». Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce local, il était pile poil en face de l'hôpital où je travaillais, tu vois? Où il m'était arrivé ça. Je sais pas, je crois que le destin est ou pour ou contre moi, j'en sais rien, mais c'est vraiment chelou, quoi, comme histoire. Et c'était le seul qu'il y avait de disponible et qui me convenait. On a pris ça parce que je me suis dit: «Beh, c'est juste un local tu vois, comme un entrepôt, en fait». Mais l'autre truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce local, c'était un ancien magasin de fringues. D'accord. Voilà. Et quand, on est arrivé, j'ai vu déjà tout installé, quoi, tu vois? Ouais, Et ouais. la nana nous dit: «Bah, vous en faites ce que vous voulez, dégagez tout, voilà». Et le deuxième truc qui s'est passé, c'est que les gens savaient très bien que c'était un ancien magasin de fringues, donc ils étaient habitués à venir acheter des fringues ici. Ouais. Et on a commencé à voir les gens dans la rue essayer d'ouvrir la porte de cet entrepôt et me dire toute la journée: «Mais quand est-ce que vous réouvrez? Mais vous ouvrez, mais c'est génial enfin et tout». Et donc j'ai dit à mon mari: «Écoute, il se passe un truc de ouf là, c'est pas possible, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Donc on a ouvert comme ça pour faire plaisir aux 3 clientes qui passaient, sauf que le truc, il a duré 10 ans, quoi. Voilà. 10 ans, de 2005 donc exactement à 2015 ou 2016, je me souviens plus très bien. 2016, où on a fermé, quoi, mais bon, il s'en est passé, ouh là là, avant de voilà, ça c'était l'histoire, d'avant le coaching. Ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe du coup en 2016? Tu fermes le magasin, quoi, et qu'est-ce que tu fais après? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que du moment où on ouvre et que ça prend une ampleur, mais quasi phénoménale, tu te laisses un peu porter par ce tourbillon, il y a tout qui va bien. En réalité, je sais pas si c'est la chance du débutant ou quoi, j'en sais rien, mais tout se passe bien, tu vois? Le comptable hallucine en me disant: «Mais comment vous faites ça?» Parce on a ouvert un site internet après, où très rapidement, je crois qu'on avait, ouais, 18 000 et quelques clients, quoi, tu vois? Donc c'est énorme. Mais on s'est laissé porter par l'euphorie du truc, et cetera. Tout allait bien, pourquoi on va se casser la tête, en fait, hein?
Mais le truc, c'est que ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. On a commencé à embaucher, etc. Et dès le moment où ça a atteint un certain palier, j'ai envie de te dire, on faisait vraiment du chiffre. Là, je me suis sentie complètement, mais hyper mal. Non pas par rapport aux chiffres, mais j'ai senti qu'il y avait encore un désalignement avec moi et je me suis dit, mais c'est pas, ok, c'est bien, il y a du succès, il y a tout qui va bien, mais c'est pas là que tu vas, quoi. Enfin, je l'ai senti direct, hein. C'est allé crescendo, mais arrivé à un certain palier, ça m'est tombé dessus comme, je sais même pas comment te l'expliquer, en fait. Je l'ai vraiment senti, même physiquement. Et je me suis dit: «Non, non, 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 t'arrêtes là, ça va pas du tout, arrête tes conneries, quoi. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu vas là-dedans? C'est l'argent qui te monte à la tête ou quoi?» Et arrivé à ce fameux palier, ça a été la dégringolade pour moi. C'est-à-dire que ça continuait à aller, mais moi, ça n'allait plus du tout. J'ai senti que, je sais pas, ça m'a fait le même effet qu'à l'hôpital, tu vois? J'ai senti qu'il y avait un truc qui allait se casser vraiment et je voulais pas réitérer l'expérience du 6 mois à la maison, je voulais plus. Donc, je me suis dit: «OK». Mais quand il y a un truc qui va bien, c'est ça qui est vraiment bizarre dans la vie, c'est que quand tu as une entreprise qui va bien, tu as aucune raison en réalité de la fermer. Pourquoi? J'allais Tu fais justement te du chi demander comment on ferme une entreprise qui fonctionne, parce que techniquement, une entreprise qui ne fonctionne pas, c'est entre guillemets facile de la fermer. Et là, comment on prend la décision de dire, OK, on ferme, tu aurais pu garder et déléguer à quelqu'un ou faire autre chose. Comment tu prends ben, en en fait, comment tu prends la décision? Ben, tu fais comme moi, tu fais tout, inconsciemment pour qu'elle ferme. après? Tout clairement. Moi, je le dis, sans aucun scrupule, hein, vraiment, j'ai même pas honte de le dire. J'ai tellement senti ce truc, le mauvais plan arriver pour moi personnellement, dans mes énergies, dans le truc qui allait pas. Je savais, je le sentais que c'était plus vers là que je devais aller. Et donc, ben, je pense que vraiment très inconsciemment, j'ai tout fait pour qu'elle ferme. Ouais, c'est pas que je faisais les choses mal, mais je les faisais avec tellement une sale énergie, c'est-à-dire l'énergie du dégoût, hein, clairement, que je pense que ça a beaucoup contribué. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est la crise qu'il y a eu, la 2012-2013, où en 4 mois, le chiffre, il est tombé de 50%. Et là, c'était un grand coup de pied aux fesses pour moi, mais aussi, bah, aussi une, une réelle façon, c'est la clé, l'excuse pour accélérer le process, quoi. Et donc, oui, les chiffres tombaient. Moi, je faisais rien pour les remonter alors que j'aurais très bien pu le faire. Et puis voilà, quoi. Et puis, ouais, on a pris la décision en 2015 de fermer. Il fallait vendre, il fallait payer les créanciers, il fallait, voilà. Moi, je voulais faire les choses bien. Et voilà, puis on a quelqu'un qui s'est présenté. Là, c'était cash dans la journée, le truc était réglé, formaté, tu prends, ça en va, on a tout liquidé, et puis voilà. Mais le palier, en fait, je suis pas partie, c'était ta question, je suis pas partie en fermant, en me disant qu'est-ce que je fais maintenant. En même temps que, en même temps que cette entreprise n'allait pas bien, chez moi, je me demandais pourquoi ça n'allait pas bien, en fait, pourquoi je me sentais attirée vers autre chose sans savoir quoi. Et en fait, ben, j'ai commencé à me poser les bonnes questions, je pense, pour la première fois de ma vie, en me disant, mais s'il y a plus rien qui te plaît, mais en réalité, tu restes sur le plus rien qui te plaît. Enfin, c'est la facilité. En fait, vers quoi tu tends? C'est quoi qui t'anime? C'est quoi que tu vois grand, même si ça te semble irréalisable, impossible? Et là, je me suis connectée à un truc que mes clientes faisaient tout le temps au magasin, puisqu'on avait donc le site internet, on avait eBay, et puis on avait le magasin physique. Là, je me suis connectée à ce que mes clientes venaient me ressasser sans arrêt, en me disant, mais hello, mais c'est fou quand même. Comment ça se fait que tu étais infirmière et puis que tu as ouvert une entreprise? Enfin, c'est bizarre quand même. Beaucoup de fois, on m'a posé cette question. Et puis, mais comment tu fais pour rebondir comme ça? Mais comment tu as fait sans rien connaître de l'entrepreneuriat pour ouvrir un truc aussi gros, machin? Elle savait qu'il y avait un site internet, enfin, qu'on avait plusieurs axes de vente. Euh, et puis, elle commençait à me poser des questions sur le business. Elle commençait moi aussi, j'aimerais changer de métier. Moi aussi, j'aimerais. De fil en aiguille, je me suis connectée à ça. Et il y en a une qui sort de la cabine en me disant, alors ça s'est produit plusieurs fois, mais de différentes façons. Une qui sort qui me dit, Mélo, toi, t'es faite pour coacher, quoi. Elle m'a balancé ce mot dans le cerveau. Je te le dis, j'ai encore les frissons.
Elle m'a balancé ce mot et là, il y a une espèce de truc électrique qui s'est produit en moi. C'est-à-dire que j'entendais même plus la suite en fait. Ouais. Et ça s'est vraiment reconnecté. J'ai dit, mais en fait, c'est ça le mot. C'est ça le mot que je cherche depuis tant de temps et que j'arrive pas à trouver, tu vois. Et puis une autre qui vient me dit, mais toi, tu es faite pour accompagner les gens, quoi. Je me demande ce que tu fous dans un magasin, toi, tu es faite pour accompagner les gens. Et puis une autre qui me dit, bah avant, vous soignez à l'hôpital, vous soignez les corps, et ben aujourd'hui, vous soignez les cœurs. Tu vois que des petits signes comme ça que j'ai jamais prêté attention en fait. Mais là, le jour où elle m'a parlé de coaching, c'est tous ces je sais pas, il s'est passé un tsunami, tout s'est rassemblé et le truc était fait quoi. Et là, donc 2015, je prends la décision, je dis c'est bon, je me forme. Le truc est là, je me forme, je dois faire ça. Et donc, je commence à me renseigner, etc., etc. En parallèle, où j'avais encore le magasin, j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à creuser dans le développement personnel, qui a aussi vraiment beaucoup changé ma vie. Et voilà quoi. Et en 2016, donc quand on a fermé, moi j'avais commencé déjà à enquiller des formations. Donc, en parallèle, j'étudiais, je bossais, voilà, j'ai fait le tremplin comme ça. Et puis après, en 2000, fin 2000, fin 2016 ou début 2017, j'ai dit, allez, on y va, quoi. On y va et c'est fini. Et c'était, voilà. Et là, là, c'était vraiment un vrai alignement. Ouais. Et du coup, tu as dit, tu t'es posé et tu t'es posé les bonnes questions. Ouais. Est-ce que tu peux, s'il y en a là qui se pose la question, c'est quoi la bonne question? Qu'est-ce que tu dois te poser comme bonne question pour savoir vraiment où tu dois aller? Ben, en fait, quand tu es mal dans un business ou même en tant que salarié, quand tu es, mal, même à la maison, hein, la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi je suis mal, quoi? Et c'est le truc qu'on ne fait jamais. On confirme, on atteste qu'on est mal. On fait ça comme une espèce de constat. Je suis mal, mais on se demande très rarement pourquoi. Et quand bien même on va se demander un petit peu pourquoi, la réponse, elle est très, très compliquée parce que ça implique de sacrées conséquences. Ça implique de sacrés changements. Et on n'est pas super fun avec le changement. On n'est pas super cool avec le changement. Ça ne nous plaît pas trop, tu vois. Donc, ça implique des trucs qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. Du coup, on continue à subir et on y reste. Chose que perso, j'ai toujours fait. Donc, ouais, je crois que la première bonne question à se poser, c'est pourquoi je suis mal. Et la seconde, c'est OK. Alors, je vais pas te le faire en mode dev perso, puisqu'à l'époque, je savais pas ce que c'était. Enfin, je connaissais pas du tout. Mais ma deuxième question, c'était OK, si pourquoi je suis mal, alors comment je pourrais faire pour aller bien? C'est quoi qui ferait que j'aille bien? Et là, tu commences à avoir une autre construction du cerveau qui opère. Mais c'est douloureux, hein. C'est douloureux, ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, qu'on croit négatives, qu'on croit compliquées, qu'on croit énormes. Ben ouais. Mais après, moi, j'ai fait la balance et je me suis dit, OK, ouais, aujourd'hui, ça me semble irréalisable. Aujourd'hui, parce que quand moi je te parle de rêve, de vision, moi j'ai toujours une vision de dingue, quoi. C'est-à-dire que c'est les trucs, quand j'en parle, les gens me disent, mais toi, t'es complètement cinglée. T'es folle, en fait. Ouais, peut-être. Mais c'est comme ça que j'arrive, en fait, tu vois. Ouais. C'est en voyant grand. Donc, ouais, pour moi, c'était très grand ce que j'allais accomplir là. C'était même quasi impossible. Mais je me suis dit, de toute façon, dans ce que je suis en train de vivre actuellement, si je continue à vivre comme ça, je m'en vais je m'enterre toute seule, quoi. En fait, je me tire une balle dans le pied toute seule. J'en ai marre. Voilà. Donc, ouais, je crois que les deux premières bonnes questions que je me suis posées, c'était celle-ci. Et comment ça a été facile du coup, d'être dans un commerce physique? Là, tu es en. Ton commerce, c'est en ligne maintenant? Le coaching, c'est en ligne ou c'est aussi en physique? Comment ça se passe? Comment tu as. Non. Aujourd'hui, tout se passe en ligne, sauf si je suis en mode création d'événements en présentiel ou quoi que ce soit. Mais non, non, tout se passe en ligne. Les accompagnements, que ce soit privés, collectifs, les formations, tout est en ligne. Tout en ligne. Et 100%. comment tu as construit du coup ce business-là? Comment tu t'y es pris? Au début, l'idée, en fait, c'était super vague en fait chez moi. Tout ce que je savais, dont j'étais certaine, c'est que je voulais accompagner les gens. En réalité, si on recule un petit peu,
À l'hôpital, c'est ce que je faisais. J'accompagnais les gens puisque je travaillais dans un bloc opératoire. Donc moi, je faisais tout l'accompagnement. En plus, hein, c'est pas une tâche qu'on me demandait, mais pour moi, c'était naturel. J'accompagnais donc les gens vers le bloc. J'ai essayé de les stabiliser au maximum, tu vois, de les laisser en mode no stress, de les rééquilibrer, etc. Mais de façon très naturelle. C'était juste un kiff pour moi parce que je savais que ça les aidait. Et puis après, quand j'ai eu cette boutique, dans l'arrière-scène là du cerveau, euh, à la base, c'était juste vendre des fringues, mais pour moi, ça allait beaucoup plus loin que ça. Les femmes, quand j'étais au magasin, les femmes que j'aidais, enfin, qui venaient au magasin pour choisir des fringues, on allait beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'elles kiffaient. On n'achetait pas juste un t-shirt, un jean ou un pull, quoi. Euh, L'idée, c'était de les faire se sentir le plus belle possible, le plus en accord avec elles-mêmes, le plus à l'aise, faire grimper la confiance en elles-mêmes, etc. C'était ça, c'était pas juste acheter un t-shirt. Donc, tu vois, je le faisais inconsciemment, mais je mettais pas de mots dessus. Et comment j'ai fait pour en arriver là? Donc, si l'idée était très fouillie au début, c'était ouais, je veux accompagner, je veux aider les gens. Au début, c'était, je voulais. Alors, il y avait vraiment une grosse notion de confiance en soi. Au début, c'était ça le kiff. Puis après, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé, alors pour te dire, je faisais des accompagnements. On va parler un peu chiffres. Je me rappelle très bien du premier gars qui m'a demandé en fait à être accompagné. C'était un mec de Cultura. J'allais acheter des bouquins de dev perso. Et je prends discute, je lui demande en fait, je voulais acheter Transurfing et le mec me dit: «Mais vous connaissez Transurfing?» Mais enfin, c'est rare parce que c'est un livre que quasiment personne ne connaît. Je lui dis: «Ouais, moi ça m'intéresse et tout, mais comment vous savez?» tout ça et j'ai eu l'audace, mais un truc de fou, hein. J'ai eu l'audace de lui il me dit: «Qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Je lui dis: «Ben, je suis coach». Mais en fait, je sais pas pourquoi je suis allée lui sortir ça, quoi et il me dit: «Est-ce que vous voudriez m'accompagner?» Je dis: «Mais on se connaît même pas, je sais même pas ce que c'est vos problématiques, ben, écoutez, si vous voulez, on va boire un café et je vous raconte et si ça vous convient, vous m'accompagnez. Mais moi, j'arrive sur le terrain, là, les gars. J'arrive sur le terrain. Je ne sais pas où je mets les pieds. Ok, je me suis formée, ok, mais j'arrive comme une fleur, quoi. Tu vois? Putain de syndrome de l'imposteur qui débarque avec moi. Le truc où je me dis, mais le mec, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et j'y vais. Allez, j'envoie. Et en fait, à l'époque, et ça, je le dis pour ta communauté, pour les gens qui vont nous écouter, je lui ai demandé 50 € pour 2 heures d'accompagnement. En fait, c'était 50 € par session, mais pour 2 heures. Ça veut dire que j'étais à 25 balles de l'heure. Mais pour moi, et ça, je vous le dis, les filles, c'est en fait juste la valeur que l'on s'accorde. Et pour moi, quand je lui ai demandé ça, ma valeur, c'était 25 balles de l'heure. Alors, c'est normal au début, quand on démarre, par exemple, qu'on n'ait pas encore défini sa vraie valeur d'accompagnement. Tu vois, c'est normal au début. Mais pour l'amour du ciel, définissez votre valeur, pas vos valeurs, hein, votre valeur, parce que sans ça, tu rames ta race toute ta vie, quoi. Voilà, clairement, et moi, j'ai pas envie de ça pour mes clientes, quoi. Et comment, du coup, tu dépasses ce syndrome de l'imposteur pour justement assumer ta valeur? Le gars, alors, non mais pour quand même te préciser un truc, c'est que moi, il m'arrive toujours que des trucs de ouf dans la vie. C'est comme ça. Mais je crois que je les attire parce que je les kiffe en même temps. Tu vois, les défis, les gros challenges, les trucs bien relous. Quelque part, c'est un défi envers moi-même. Donc, ouais, j'aime bien me challenger. Donc, forcément, la vie me donne ça. Et on fait 2, 3 sessions d'accompagnement. Et puis, le gars commence à me parler de sa copine et me dit qu'en fait, sa copine n'est pas au courant que je l'accompagne. Et là, tu vois, là, ça commence à me mettre super mal à l'aise. J'ai dit: «Ah bon, pourquoi?» Et il me dit: «Parce qu'elle est très jalouse, je suis obligée de venir en cachette et tout» et moi, ça n'allait pas, quoi. J'ai dit: «Mais attends, attends, attends. Clairement, là, on n'est pas en train de se faire un speed dating, là, on est en train de bosser». Tu vois? Donc si toi, tu le sens comme ça, moi, je le sens pas du tout. Et je lui dis: «On arrête. On arrête parce que moi, je peux pas t'accompagner en sachant que si ta copine arrive et qu'elle te fait un scandale, moi, j'aime pas du tout. Il me faut de l'éthique, il me faut de la clarté, ça joue pas dans le bon camp, là». Donc, on arrête le truc, mais quelques temps après, il m'envoie un message
un ouais, il m'envoie un texto en me disant, «Écoute Hello, je comprends parfaitement que tu aies voulu arrêter, je comprends ta position, mais je peux te dire que le peu qu'on a fait ensemble, tu viens de transformer ma vie». Et on n'avait pas fait grand-chose, hein. Hem, enfin, par rapport au boulot qu'il avait à faire sur lui, on était vraiment, à pas beaucoup, hein. Voilà, donc il m'a dit ça et là, ça a commencé à me faire un tilt quand même, tu vois? À côté de ça, j'ai beaucoup aidé. Syndrome de l'imposteur égale, bénévolat, travail gratuit, on se fait pas payer, bla et moi, pendant une année quasiment, c'est ce que j'ai fait sur le net. Ça veut dire j'ai communiqué, je me suis rendue visible, j'ai beaucoup partagé, mais j'ai aussi beaucoup aidé gratuitement, beaucoup. Évidemment, au plus tu aides gratuitement, au plus ça tu sais, il y a une espèce de bouche à oreille qui se crée, ou quand tu mets un post ou un commentaire sous un post, mais sans arrière-pensée, sans tu vois, sans aller chercher plus loin, et beh, tu mets un post qui va bien ou un commentaire qui va bien sous un post, tu as tous les gens: «Ah bon, mais tu penses, moi il m'arrive ci, moi il m'arrive ça, est-ce que tu penses que mais comment je pourrais faire? J'aimerais vraiment avoir tes conseils». C'est comme ça que ça s'est fait, tu vois? Au bout d'un moment, je me suis dit: «Attends, mais jusqu'en quelle année, en fait? Tu vas bosser jusqu'à quand gratos, ma fille? Ou ça le fait plus?» Ça a été extrêmement difficile pour moi de passer au-dessus du syndrome de l'imposteur. J'ai énormément travaillé sur moi et c'est aussi pour ça que je le fais beaucoup travailler à mes clientes parce que c'est un vrai merdier, ce syndrome de l'imposteur et voilà quoi, donc au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais attends, ce que tu proposes», j'ai commencé à structurer mes offres, j'ai commencé à vraiment cibler, j'ai commencé à vraiment aller, définir les problématiques de mes clientes. Au début, j'avais beaucoup d'hommes aussi, puis après je suis trop en je suis ils se sont l'ego masculin est trop en conflit avec moi pour, ils se sentent pas forcément super à l'aise avec moi. Tu vois? Il y a une espèce de fight là qui opère, donc c'est OK et moi ça me va très, très bien de travailler avec des femmes surtout, j'adore ça. Et voilà quoi, donc au fur et à mesure, j'ai tu sais, quand tu commences à clarifier ton client idéal, quand tu commences à clarifier, à vraiment te connaître au plus profond, quand tu commences à clarifier, bah, ton business en général, tes offres, tout ça. La clarté pour moi, c'est ce qui va au fur et à mesure virer les barrières, les unes derrière les autres. Quand tu es clair avec toi, quand tu es clair avec ta valeur, hem le syndrome de l'imposteur, doucement, doucement, il devient petit. Quand tu clarifies, quand tu sais à qui tu t'adresses et que tu connais parfaitement ton client idéal, petit à petit, tu clarifies ta com et en fait, il y a de moins en moins de barrières. Ça veut dire que ta communication, elle est fluide. Quand tu sais à qui tu t'adresses et la communication que tu as, ben, quand tu es visible, c'est efficace. Tu vois, il y a vraiment une double notion comme ça et pour moi, clarifier, c'est à tous les axes du business, c'est le saint graal, hein, clairement. Ça qui fait que tout change en fait. Bah oui, parce qu'au plus j'ai clarifié, avec, déjà avec moi-même, au plus j'ai fait une introspection de masse avec moi-même pour me connaître clairement et parfaitement et ça, c'est un travail constant, hein. Au plus j'ai clarifié, ma mission d'âme, ce pourquoi je voulais vraiment c'est-à-dire ce pourquoi j'étais missionnée, ce que je voulais vraiment transmettre, dans quoi je voulais aider mes clientes clairement, précisément. Pas m'éparpiller sur plein de points. Moi, je t'aide à faire ci, je t'aide à faire l'âme. Non. Donc, voilà, au fur et à mesure que j'ai clarifié, bah, pour moi, ça m'a fait aussi monter en connaissance de moi, monter en valeur, parce que tu la vois ta valeur, en fait. Quand tu clarifies, tu vois clairement ta valeur et tu vois ce sur quoi tu es moins bonne. Et moi, je veux pas transmettre du moins bon, je veux transmettre que du excellent pour mes clientes, voilà. Donc j'ai viré ce dans quoi j'étais pas super bonne et j'ai, focalisé sur ce en quoi j'excellais, ce sur quoi je travaillais et cetera. Donc ouais, clairement et au plus tu clarifies, au plus tu fais monter ta valeur, beh, au plus tu as de la facilité à demander des tarifs, en conséquence avec ta valeur du moment, tu vois? Et du coup, c'est en faisant du gratuit et en te rendant visible durant cette première année que tu as réussi à savoir dans quoi tu étais excellente et dans quoi tu excellais moins et du coup, c'est là que tu as réussi à clarifier tout ton offre. Absolument. Pourquoi? Parce que tu sais quand tu es, à for alors c'est pas le fait de faire du gratuit. Le faire du gratuit pour moi, c'est une erreur fondamentale. Tu peux le faire 2 minutes pour t'amuser. Quand tu es entrepreneur, tu fais pas de gratuit.
aucun métier du monde ne se fait pas rémunérer. Ça n'existe pas. Sauf si tu fais une action bénévole, qui est un choix, parce qu'il y a une mission derrière ça, ça n'a rien à voir. Là, je ne parle pas de bénévolat. Tu es entrepreneur, tu es là pour aussi faire rentrer de l'argent, clairement. Je veux dire, voilà. Ça va un moment, tu sais, les gens, oui, mais je fais du service, je rends service. Ouais, ça va un moment, mais alors, fais pas entrepreneur, tu vois. Fais-toi juste un kiff à rendre service aux gens, fais du bénévolat, mais sois pas entrepreneur pour le coup. En fait, c'est le fait, si tu veux, de beaucoup partager, de beaucoup répondre, de beaucoup aider. Là, pour le coup, oui, gratuitement, mais c'était sans arrière-pensée. Encore une fois, je l'ai fait vraiment volontiers. Que les gens, au fur et à mesure, m'envoyaient des mails, des messages, des messengers en me disant, mais hello, tu sais, la dernière fois, tu m'as dit ça, je l'ai fait, putain, mais encore une fois, tu as changé ma vie. Tu viens de me faire un switch du cerveau de ouf. Et c'est au fur et à mesure de ça, je me suis dit, mais alors attends, si les gens me le disent, c'est qu'il y a vraiment une efficacité quelque part. Donc, c'est en fait à quel niveau les gens me disent que je suis vraiment efficace. J'ai regroupé tout ça et c'était évident, quoi. C'était évident, c'était vraiment, enfin, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça que même si mes offres ont vachement évolué en 4 ans, que je me concentre uniquement sur ça, quoi. Et est-ce que du coup, tu voudrais partager avec nous ta grande vision? Tu nous as dit que tu avais une grande vision un peu folle. Est-ce que ça te dérange de nous la partager, donc qu'on sache Pas un du petit peu? tout. Ben oui, bien sûr. Alors, ma grande vision de base, alors, je vais te le dire franchement, depuis toujours, même étant enfant ou quoi que ce soit, je me suis toujours vue sur scène avec des gens célèbres, avec des gens connus, avec des chanteurs, avec beaucoup de gens de la scène, pas des acteurs, mais des gens, des artistes en fait. Voilà. Ça, depuis petite, ça a été ça. Ça m'a jamais lâché. Et je me suis dit, ma cocotte, mais en fait, tu as trop regardé de magazines, tu as trop regardé de séries quand tu étais ado, tu vois, tu sais, voilà. Mais c'est vraiment ancré en moi, hein. Toujours, je me suis dit, je ferai de la scène, en fait. Voilà. Donc, ça m'est resté dans le coin de la tête. Ma grande vision au début, quand j'avais ma première entreprise, c'est, imagine-toi, à l'époque, c'était irréalisable parce que je me disais, OK, moi, je vais faire du coaching, en fait. Mais je ne vais pas faire que du coaching. En fait, faire que du coaching, ça va m'emmerder profondément. J'ai besoin de beaucoup plus grand. Donc, je vais faire des événements, je vais faire des grands trucs dans des grandes salles, je vais faire voilà. Et tout ce que j'ai toujours aimé, en fait. La scène, l'art, voilà, tous ces trucs-là. Imagine-toi bien que dans le cerveau que j'avais à l'époque, pour moi, c'était même pas une grande vision, c'était une vision de dingue. Ouais, ouais. Impossible, juste un grand rêve, quoi, tu vois. Voilà. Donc, au fur et à mesure que je pousse, en fait, que les années passent, je multiplie ma vision. Ça veut dire que à l'époque, c'était ça. Donc, effectivement, j'ai commencé à faire des scènes, des conférences, des trucs que j'adore, etc. Puis après, je pousse ma grande vision. Dès que j'ai atteint ça, je vais plus loin. Là, ma grande vision en ce moment, c'est non seulement ouais, de faire un prochain gros événement qui va rassembler donc ma communauté. Je vais pas en dire plus parce que je vais spoiler sinon. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Puis aussi, ma grande vision, c'est d'aller, par exemple, le sommet que j'ai fait la dernière fois, enfin au mois de juin. Ben voilà, c'est de le multiplier aussi bien en quantité parce que je veux toucher un max de femmes. Je veux absolument que les femmes récupèrent le meilleur pour qu'elles puissent se développer. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ça, c'est ma mission d'âme. Je veux leur filer le maximum. Voilà. Par exemple, l'idée du sommet, c'est faire ça, mais en x10. En x10 de participants, en x10 de répercussions, en x10 d'impact, rajouter des trucs que peut-être on n'aura jamais vu sur un sommet, peut-être l'appeler différemment même qu'un sommet, puisque ça va dépasser le cadre d'un sommet. Voilà. Après, l'idée, oui, mon Dieu, en fait, ma vision, elle est… même quand moi j'y pense, j'en ris, tu vois. Pour te dire, je me dis, mais c'est ma porte et ça va pas bien, quoi. Mais non, mais je la kiffe. Voilà, puis après, c'est ma vision, c'est toujours placer des objectifs pas irréalisables, mais des trucs qui m'ont toujours titillé
mais que je suis jamais allée chercher. Par exemple, l'écriture d'un livre. Là, j'avais écrit plein de chapitres. Je sais que je suis plus alignée avec ce que j'ai écrit. Ben, c'est pas grave. Je vais récupérer l'essence du truc, mais je vais tout virer et je vais recommencer. Non pas par le perfectionnisme, mais parce que je sais que je ne suis plus alignée. Je l'avais écrit il y a quelques années. Ça a plus du tout. C'est plus du tout moi, quoi, tu vois. Voilà. Donc, ouais, des grandes visions, c'est. Puis un petit détail, c'est que quand même, la grande vision, elle commence par une grande vision de soi. Sinon, il y a une incohérence totale entre qui tu es si tu te vois petite, si tu es en mode version de merde, en fait. Hein. Je suis incapable, j'y arriverai jamais, je suis nulle, je suis bidon, on m'a dit que c'est pas possible, machin. Et voilà. Et une grande vision, elle ne peut se réaliser que quand déjà en toi, tu es en mode wonder. Alors, moi, c'est mon branding, le wonder attitude, le wonder power, etc. Mode wonder, c'est vraiment. C'est drôle parce que vraiment, ce mot, ça veut dire merveille, ça veut dire merveilleux, ça veut dire génie, ça veut dire se demander, se questionner. Tu vois, il y a plein de notions qui arrivent et c'est pile poil l'attitude, quoi, en fait. Voilà, donc ouais, se mettre déjà en version, grande version de soi, donc la Wonder Vision de soi-même, et après tu vas chercher ta grande vision à matérialiser, quoi. Et comment tu as fait pour ta première conférence? Comment ça s'est passé? Tu peux juste nous raconter rapidement comment c'est passé? Comment tu as été contacté pour faire ta première conférence? Et comment tu arrives, j'imagine, sur la scène? Est-ce que tu as le stress ou est-ce que tu te dis non, en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et c'est bon, c'est là, je suis là? Je suis très chelou en fait comme nana. Vraiment, je te le dis, je te le dis honnêtement, je suis très très chelou. Parce que quand j'entends les... Alors, je vais t'expliquer, en fait, ma première scène, c'était en 2017. Ouais, 2017, ça veut dire, ça faisait quoi, 6 mois que j'étais sur le circuit. ouais, Et en fait, c'est... Ouais, honnêtement, je crois que j'ai commencé à me former début 2016. Mais j'ai vraiment mis le paquet quand on a fermé l'entreprise, c'est-à-dire en été 2016. Donc, j'ai commencé à mettre le paquet à la rentrée 2016. Je vais te dire ça comme ça. Et donc, ouais, été 2017 ou printemps 2017, c'est Paul Pironnet, en fait. Je ne sais pas si il était sur le sommet. Euh, c'est Paul Pironnet qui m'appelle et qui me dit, voilà, au mois de juillet, je fais un événement. Est-ce que tu voudrais en faire partie? Moi, tu sais, Paul, mais franchement, ça me fait trop plaisir que tu penses à moi. Merci beaucoup. Putain, je raccroche. Je me dis, mais tu viens de dire oui à un truc, mais que tu gères, mais pas du tout, en fait. Et bizarrement, c'est pour ça que je dis que je suis chelou, bizarrement, je me suis dit, mais ma fille, en fait, c'est toujours ce que tu as voulu faire. C'est toujours ce que tu as voulu obtenir. Maintenant, tu l'as et tu vas faire quoi? Tu vas dire non, tu vas trembler, ça va se passer comment? Mais jamais de la vie. Va kiffer ton moment. Et en fait, je n'ai jamais, je sais, hein, c'est peut-être prétentieux, pardon, hein, mais vraiment pardon, hein, mais je ne vais pas mentir, je ne suis jamais stressée quand je monte sur scène, jamais. Je prends un tel plaisir. Pour moi, c'est la connexion. Pour moi, je monte pas sur scène, en fait. Pour moi, enfin, j'ai l'opportunité de connecter avec les gens qui sont en face de moi. Et ça, c'est un vrai rêve. C'est un vrai rêve que je réalise à chaque fois que je fais une scène. C'est j'ai la chance non pas de partager un truc et que les gens écoutent, mais j'ai la chance de connecter avec 100, 200, 300, 500 personnes. Et ça c'est juste magique. Comment tu vas être stressé quand tu, quand tu goûtes à la magie? Mais non, mais c'est pas possible. T'es pas en stress quand tu reçois un gros cadeau, quoi, en fait. c'est parce que peut-être comme tu l'as visualisé aussi, comme si c'était ton avenir, du coup, comme tu l'avais visualisé, c'est un peu comme bah, tu savais que tu allais le faire. Donc, une fois que tu arrives, c'est logique pour toi, c'est inné. En fait. Alors, ouais, certainement. Par contre, il y a un truc, il faut être très honnête avec ça, c'est que, putain, mes premières conférences étaient chaudes. Hein. C'est-à-dire que c'était costaud, ouais, ouais, ouais. Quand j'y pense, mon Dieu. Et pourtant, les gens étaient très contents, hein, mais moi, pas du tout. Pas du tout, parce que quand tu as un timing serré, que tu veux donner le maximum, tu sais, tu as tendance à, à structurer, mais tu veux rajouter des trucs pour être sûr qu'ils oublient rien et tout. Donc, ouais, c'était quand même du costaud. Hein. Clairement, les premières scènes, elles n'étaient pas super, super chouettes. Elles étaient même presque bidons. Même bidons. Je pense clairement qu'elles étaient bidons.
Ouais, ouais. Donc, mais ça fait partie du jeu aussi. Merci pour la confiance que m'ont accordé ces personnes-là. Et puis c'est ça qui te permet d'évoluer en fait, hein. On aurait pu voir ça comme des échecs. Moi, je le vois complètement différemment. Voilà quoi. Oui, 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 c'était. Mais je kiffe ça quoi. La scène, c'est vraiment un truc que j'adore. Et du coup, là, on parlait d'échecs, on va rebondir sur l'échec. Dans le podcast, j'aime bien que les invités nous partagent un échec, leur échec préféré, pour essayer un petit peu de démystifier ce terme d'échec quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Souvent, on a un petit peu peur de justement échouer. Est-ce que toi, tu aurais un échec préféré qui t'a justement appris énormément? Oh, j'en ai plein d'échecs préférés. J'ai plein d'échecs de toute façon, Ouais. plein. Mais j'ai jamais aimé les appeler comme ça parce que pour moi, un échec, c'est une fin. C'est une fin en soi. Tu as échoué, pouf, c'est fini. Tu as perdu, tu as échoué. Et je le vois tellement pas comme ça. J'ai toujours appelé ça, moi, des leçons d'apprentissage, des leçons de vie, tu vois, des façons de s'améliorer, des façons de regarder ailleurs, faire différemment. Donc, là là, j'en ai plein. J'avais lancé un collectif il y a longtemps. Alors, celui-là, il était fameux, hein. Celui-là, il était fameux. Mais moi, tu sais, je suis quelqu'un de très spontané. Donc, je lance un collectif. Pour moi, l'idée est là. Je lance un collectif. Zéro vente, zéro retour, rien. J'ai même cru d'un moment que les gens n'avaient pas reçu ma communication, quoi, pour te dire à quel point. Et, et ça m'a vraiment appris à me dire, mais hello, à qui tu t'adresses, clairement, c'était au début, hein, à qui tu t'adresses. Forcément que, comment veux-tu que les gens percutent, comment veux-tu impacter les gens dans la mesure où tu es trop évasive, il y en a trop. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup donner en gratuit et en payant. C'est énorme. J'ai toujours peur qu'ils aient pas assez, en fait, tu vois. Donc, et j'ai compris que c'était une erreur monumentale. J'ai compris qu'il valait mieux baisser la quantité de contenu dans ces accompagnements et laisser les gens structurer et laisser les gens rester sur un point précis, sur une problématique précise, plutôt que d'attaquer de tous les fronts et les perdre. Tu vois, ça, c'était un échec cuisant. Qu'est-ce que j'ai eu comme échec cuisant? Bah, tu vois, toujours pareil, quoi, genre... euh, là, je me suis ramassée dernièrement. Alors, c'est pas non plus un échec, mais par exemple, ma communication, tout était basé sur les Wonder Business Women. C'était comme ça que j'appelais ma communauté avant. Et en plein sommet, il y a les avocats de la Warner qui me contactent en me disant que ben, ma cocotte, tu vas virer toute ta communication parce que sinon, tu vas avoir un procès sur le cul, quoi. Parce que c'est pas parce que tu mets business au milieu de Wonder Woman que tu n'utilises pas le nom qui est protégé. Et ma marque était protégée aussi, hein. Ouais. C'est-à-dire, j'avais protégé les Wonder Business Women. Mais voilà. Donc, en plein sommet, ça, tu vois, c'était relou. Il a fallu que je coupe ma communication, que je coupe mes pubs Facebook, que je coupe tout ça juste avant le lancement, quoi. C'est-à-dire, j'avais que ça à faire. Que j'aille sur Insta, virer mes posts, que j'aille enfin, partout, partout. Et j'ai toujours pas terminé, tellement il y en a. Voilà. Mais je me suis dit, putain, ça c'est une grosse gifle quand même, tu vois. Ça aurait pu être un échec parce que ça m'a fait reprendre tout mon branding sur mes réseaux, sur mon groupe. Il a fallu que je dise en plein milieu du sommet que le sommet ne s'appelait plus le sommet des Wonder Business Women, mais le sommet des Wonder Entrepreneurs. Tu vois, il a fallu que j'éclate la com sur tous les fronts. J'aurais pu le prendre comme un échec et franchement pleurer ma vie au fond de mon lit. Ah bah, je l'ai tourné vraiment en mode fun. J'ai dit à tous les participants, ils étaient plus de 3000. J'ai dit aux participants, voilà, voilà ce qui se passe. J'ai dit clairement, très, très honnêtement ce qui se passait. Voilà, ça c'était une grosse cuite aussi. Bah, j'en ai plein, hein, tu sais. J'ai aussi au début un gros échec avec une de mes premières clientes sur un accompagnement. Là, on n'était plus sur de l'accompagnement haut de gamme. Une nana, je l'ai prise, tu vois, ça c'était un échec pour moi par contre, mais ça m'a appris aussi une grosse chose. Encore une fois, dis pas oui à tout le monde. Elle a fait partie des nanas qui m'ont appris à dire non. Même sur un accompagnement où on me supplie que je les accompagne, elles ont l'argent, elles ont tout ce qu'il faut, tout va bien, quoi. Voilà, c'est encore une chose que... Et je me suis vautrée parce que la fille n'était pas du tout ouverte à l'accompagnement. Elle était réfractaire à tout.
elle voulait pas avancer. Enfin, tu sentais bien qu'il y avait vraiment un gros souci. C'était une erreur de ma part. J'aurais jamais dû la prendre. Je l'ai senti au début, mais je me suis dit, elle a vraiment besoin d'aide, cette nana, quoi. Mais voilà, c'était, elle faisait pas le travail. Enfin voilà. Donc encore une cuite. Mais pour moi, ça m'a aussi appris à peaufiner mes clientes idéales. Et aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas la peine de venir me supplier, me dire que tu as l'argent, me dire que tout va bien, que c'est ok, je te jure, je ferai ce que tu dis. C'est même pas la peine. Si je sens qu'il y a un truc qui va pas, ça sera niette de façon ferme et définitive. En fait, encore une fois, on en revient à vraiment à cibler, mais cibler Ah ouais, les échecs. En fait, c'est un manque de ciblage, complètement. soit de ta clientèle, soit de ton offre. Mais bon, vraiment, le message, c'est vraiment de cibler, quoi. À Et, cibler, peaufiner, faire améliorer. avec un petit truc, quoi. Presque un noyau, pas vouloir toucher tout le monde. Vraiment un Ah ouais, ah ouais. petit noyau. En fait, moi, je te le dis par expérience. Hein, au début, quand je te disais, je vais accompagner les gens, mais c'est qui les gens? Ouais. Pourquoi tu veux les accompagner? C'est quoi le type d'accompagnement? C'est quoi leur problématique? C'est quoi ta solution? Si ça, tu sais pas y répondre, c'est chaud, quoi, quand même, tu vois. Et au fur et à mesure que tu réponds à ces questions, ben, forcément, de façon très naturelle, tu viens resserrer, tu viens nicher. Ça devient naturel. Tu vois, je pense vraiment pas qu'il faille dès le départ, sauf si tu as vraiment les réponses en toi au début, je pense vraiment pas qu'il faille nicher dès le départ sans savoir pourquoi. Si tu niches, c'est parce que tu sais répondre précisément à une problématique, tu sais précisément à qui tu veux t'adresser, pourquoi précisément à une certaine clientèle, etc. Et, mais clairement, au plus... Après, ça, c'est mon point de vue, hein, ça m'appartient. Mais au plus tu vas aller nicher, au plus tu vas aller être clair avec tes clientes, au plus elles vont se reconnaître très facilement dans tes offres, dans ta communication, dans ton contenu. Merci en tout cas pour ça. Est-ce que du coup, dans le podcast, la deuxième question type, c'est la confiance en soi. J'aime bien savoir si les participants ont confiance en elles. Si oui, comment elles font. Sinon, comment elles font aussi. Est-ce que toi, tu es une personne qui a confiance en toi? Alors, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Il y a des trucs, je te dis que je suis vraiment bizarre comme nana. Il y a des trucs sur lesquels je ne me pose pas de questions. Par exemple, le sommet, c'est un truc qui a été fait en moins de 3 semaines, je vais même te dire 15 jours. Et, euh, et ça m'a pris comme une envie de faire pipi, quoi. Mais je savais. C'est-à-dire déclencher le lancement du sommet, ça m'a pris comme une envie de faire pipi. Par contre, c'est un truc qui me titillait depuis longtemps. Je voulais créer un événement avec beaucoup de monde. Et, et, et j'avais déjà dans ma visualisation les messages de remerciement, de gratitude en retour. Je savais déjà ce que les gens allaient me renvoyer. Ça, clairement. Euh, donc, pour obtenir des résultats comme ça, que les gens me disent, je pense que ouais, on a atteint les plus de 2000 messages et 2000 mails de remerciements. C'est énorme, sans compter les messengers, sans compter tout le reste. Bref, euh, voilà, ça, c'est ce que je voulais obtenir. Et pour l'obtenir, quelle était ma façon, ce que je savais faire, ce que j'aimais faire. Donc, je sais faire des interviews, j'aime faire des interviews, j'adore la connexion avec d'autres personnes, j'adore la co-création. Voilà, tout ça, là, ça a fait que ça s'est appelé un sommet. Ça aurait très bien pu s'appeler autrement. Voilà. Mais ça s'est appelé un sommet parce que je te dis, ça m'a pris comme un envie de pisser. Le matin, je me suis levée, j'ai dit, OK, le truc est là, c'est le sommet, je lance. Bon, après, il y a eu du boulot derrière, clairement. Mais voilà, quoi. Donc, sur ce genre de truc, quand je sens que ça vibre à l'intérieur, que je suis appelée par le truc, je me pose même pas la question de savoir est-ce que j'ai confiance en moi. C'est à bloc. Voilà. Par contre, sur d'autres trucs, mais non, que j'ai pas toujours confiance en moi. Mais non, mais bien sûr que ma confiance en moi peut fluctuer selon un événement, selon un truc que j'entends, qu'on m'a dit, ou tu vois, un truc toujours extérieur, hein, et qui fait que ça fait pencher la balance du mauvais côté. Mais après, tu vois, quand tu sais pourquoi elle baisse, la confiance, ben, tu es capable de la faire remonter parce que tu sais pourquoi elle a baissé, toujours le pourquoi. C'est ça qui est primordial. Et comment je fais pour avoir confiance en moi? Ben, très clairement, tu sais, moi, j'ai un espèce de process que j'apprends à mes clients, donc je vais te le donner pour ta communauté. Tu parles de la confiance en... Tout le monde fixe sur la confiance en soi. Le truc, c'est que pour avoir confiance en soi,
faut avoir une estime de soi nourrie. L'autre problème, c'est que pour avoir une estime de soi nourrie, quand même, il faut apprendre à s'aimer. Si tu t'aimes pas, explique-moi juste 2 minutes comment tu vas faire pour t'estimer, tu vois. Et pour s'aimer, la base, c'est déjà apprendre à se connaître. Apprendre à connaître ses zones d'ombre, ses zones de lumière, qui on est, quelles sont, sur quoi, qu'est-ce qu'on aime en nous, et puis qu'est-ce qu'on n'aime pas aussi, et pourquoi on l'aime pas. Donc, en fait, la confiance en soi, tu vois, si je te la fais en résumé, ça part de la connaissance de soi. Si tu n'as pas confiance en soi, tu peux pas avoir confiance en toi si tu ne t'estimes pas. Si tu ne t'estimes pas, tu peux pas t'aimer. Si tu t'aimes pas, en fait, c'est que tu te connais pas. Donc, apprenons à nous connaître pour pouvoir nous aimer, pour nourrir notre estime de nous-mêmes, qui va nous aider à avoir de plus en plus confiance en nous. Voilà. En bref, c'est ça. Sinon, j'en ai pour 3 heures à t'expliquer. Donc, j'essaie de faire tu vois, encore une fois, j'essaie de donner le max à ta communauté, puis en même temps, voilà, j'essaie de ralentir et de réduire au max en même temps les infos. Ok, merci. Et du coup, ma troisième question type, c'est est-ce que tu es impacté par l'écologie? Est-ce que c'est un sujet pour toi, l'écologie? Et est-ce que tu mets en place des choses alors dans ton business pour être le moins impactant possible? Alors, ce que j'ai fait déjà, et je vais encore peaufiner le truc, je vais encore m'améliorer, c'est que j'envoie le minimum. Ouais, je sais, pour le mailing, pour la com, c'est pas merveilleux, mais j'essaie d'envoyer le minimum de mails possible. J'envoie pas un mail par jour. Euh, Parfois, ça m'arrive, tu as une newsletter quand j'ai une info à donner, etc. Bah, en fait, j'essaie de basculer sur mes groupes avant de la donner par mail. Après, tous les gens de ma liste ne sont pas forcément sur mes groupes, donc bah, naturellement, je suis obligée aussi de passer par là pour communiquer. Mais j'essaie de communiquer un maximum, par exemple, sur les réseaux, beaucoup moins que les envois de mails. Le mailing, là, ça fait pas longtemps que par exemple, au lieu d'aller sur Google, hein, pardon aussi, hein, je vais sur Ecosia parce que j'aime beaucoup l'idée à chaque fois que tu te connectes à Ecosia, ben, en fait, ils vont planter des arbres au Burkina Faso. Ils récupèrent l'argent de leur publicité pour ça et je trouve ça juste génial, quoi. Voilà, ça, c'est mes deux grosses prises de conscience et c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus et d'aller farfouiller un petit peu pour être le moins négativement impactante possible, enfin que j'ai un impact le moins négatif possible sur l'écologie avec mon business, quoi. Ça m'embête un petit peu quand même. Et bah, écoute, merci. Alors, du coup, on arrive vers les dernières petites questions un peu plus rapides. Est-ce que Ouais. toi, tu as une astuce un petit peu d'organisation? Qu'est-ce qui fait que tu gagnes en organisation? Est-ce que tu as une application, une méthode qui fait que tu es organisé? Alors moi, je fais un double truc. C'est-à-dire que j'ai mon agenda. Ah ben non, c'est un podcast, donc ce que je te le montre ne servira à rien. Mais écoute, tu vois, je te le montre. Voilà, ça, c'est ce qui se passe dans mon cerveau toutes les 3 minutes. Voilà. Alors, j'ai un agenda papier. Et après, je me sers beaucoup de Trello aussi. Parce que comme je suis quelqu'un de absolument pas structuré à la base et absolument pas organisé, que dès que j'ai une idée, je la fous sur un morceau de papier, puis après sur mon Evernote, et puis après sur mon ordinateur. Donc, du coup, bref, il y en a partout. Donc, j'essaie comment dire, de me donner des leçons toute seule, de m'entraîner. Donc oui, je prends du Trello. Par exemple, pour le sommet, j'ai utilisé Trello à fond. J'ai mis toutes les tâches que j'avais à faire en général. Puis après, j'ai fait des sous-tâches avec des trucs très spécifiques. Pour mon organisation, par exemple, pour Insta, je fais un dossier Instagram. Je vais sur Canva, je fais mes vignettes, enfin tous mes visuels. Je les range dans un dossier Instagram. Et dans mon dossier Insta, il y a marqué Instagram fait, Instagram pas fait. Ce qui est fait, c'est les vignettes que j'ai utilisées. Ce qui n'est pas fait, c'est ce que j'ai déjà créé, mais qui est encore utilisable. Tu vois? Voilà, je fais ce genre de truc. Ouais, je double la plupart du temps. Je prends mon agenda papier parce que j'adore le papier. Et à côté de ça, je mets quand même sur mon ordi de façon à ce que si je suis pas sur place, ben, j'ai aussi de quoi regarder mon agenda sur l'ordi.
Voilà. Ouais, sinon, organisation, je suis un vrai boucan. Voilà. Si je me structure pas avec des petites giflettes comme ça, c'est une horreur. Une horreur. Voilà, une horreur. Donc, ouais, le Trello est bien. Le Google Agenda aussi me sert beaucoup. Je réfléchis au fur et à mesure. Mais c'est ce que j'utilise le plus, en fait. Voilà. Est-ce que tu aurais un livre qui, toi, t'a marqué dans ta vie que tu pourrais recommander là Ouais. J'en ai plein. Plein, mais je vais réduire le truc en ce moment. En fait, je suis en train d'en lire 3 en Ouais. ce moment. Donc, oui, parce que je ne sais pas lire qu'un livre, en fait. Ça me saoule. Donc, je suis obligée d'en lire plusieurs à la fois pour que Ah, mon en cerveau même soit temps. content. En simultané, c'est-à-dire j'en lis un peu un, puis après je lis quelques pages de l'autre, puis le lendemain j'en lis un autre. Mais voilà, sinon mon cerveau se fatigue vite et je m'ennuie. Donc toujours des trucs très, très chelous, très variés en fait. Je vais Ouais. jamais sur le même axe. Là, pour le coup, je suis en train de lire, c'est ma fille qui m'a offert ce livre qui est absolument génial. C'est de Joe Dispenza, Devenir super conscient. C'est un livre juste exceptionnel. Donc, qui est sur. Je ne vais pas spoiler, mais franchement, lisez-le. Mais il est beaucoup basé sur la compréhension du cerveau, la compréhension de comment on peut développer alors sa confiance, son bien-être, sa santé, et comment on peut se faire ruiner par le stress, comment le stress peut nous bousiller la vie. Et le stress, c'est un mot qui est très à la mode et qui est très assimilé à l'entrepreneuriat. Donc, franchement, c'est juste une bombe. Il parle beaucoup des émotions, etc. Il est génial. Après, mon chouchou, Casser la baraque de Gary Vee. Alors, très honnêtement, pourtant j'adore ce mec. J'adore, je le kiffe, je me vois en lui. J'adore cet homme. J'aime un peu moins le livre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de. Moi, j'aime bien les livres où il y a du contenu qu'on peut appliquer. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont réussi, d'histoires inspirantes, etc. Quelques modèles pour YouTube, les réseaux sociaux, machin. Mais voilà, voilà. C'est pas le meilleur livre que j'ai lu. Et là, Le principe du 80-20 de Richard Koch, Ouais. qui est, qui est, qui est une horreur si on le lit. Euh, Comment te dire? Moi, ce livre, je l'apprécie en le lisant pas en diagonale, mais uniquement sur les parties qui m'intéressent. Et d'ailleurs, c'est dit au début du livre, ne lisez pas le livre en entier. Allez chercher les morceaux qui vous manquent dans votre vie et appliquez-les. Quand tu le lis comme ça, c'est génial. Si tu lis de A à Z sans te poser de questions, c'est limite un cours de fac relou qui est pas super passionnant. Par contre, le contenu est génial. Tu apprends plein de trucs dedans. Voilà. Et ouais, faire plus avec moins. Et si tu appliques vraiment ce qui est dit à l'intérieur, franchement, tu as des résultats. Ok, d'accord, merci. Est-ce que du coup, tu aurais également une invitée à nous proposer dans le podcast, une femme entrepreneuse du coup dans la région PACA qui pourrait nous raconter son parcours? Ah, dans la région PACA? Ouais. Ah, moi j'en avais plusieurs, mais alors qui ne sont pas dans la région PACA. Qui j'ai dans la région PACA? Tu avais dit qu'il fallait cibler. Alors, tu vois, j'ai ciblé le podcast. Ouais, alors comme ça, brûle pour point, quand tu me poses la question, elle n'est pas du tout dans la région PACA puisqu'elle est belge, et c'est Doha Majouli qui était sur le sommet aussi, qui est une femme entrepreneur qui est juste merveilleuse, qui, voilà, elle m'inspire énormément cette nana, elle fait des trucs de dingue, je l'adore clairement et elle réussit à faire des événements de fou, enfin, elle est folle cette fille aussi, ouais, un peu comme moi. Donc, je l'adore. Alors, en PACA, qui je pourrais te proposer? Va falloir que tu me laisses un petit peu réfléchir parce que je veux pas faire de peine aux unes et aux autres. Donc, est-ce que je pourrais te le dire en off ou on est obligé de rester sur le podcast live? Non, non, tu peux me le dire en off, il n'y a pas de Ok, souci. ok, ouais. Et du coup, dernière petite question avant qu'on se quitte. Est-ce que tu aurais un conseil pour les femmes entrepreneuses justement qui nous écoutent? Ce serait quoi ton conseil?
Des conseils, ça dépend sur quoi. Mais le premier conseil, est-ce que ça serait des femmes déjà entrepreneuses ou des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat déjà entrepreneuses? Déjà entrepreneuses, mais qui commencent, voilà. Qui sont pas... Ok. Euh, Quand on est entrepreneuse, en fait, l'idée, c'est d'avoir des résultats. Clairement, c'est très souvent la raison pour laquelle, quand même, on se met à son compte. On veut quoi? La liberté. Et la liberté, ça implique quoi? La liberté financière, la liberté de choix, la liberté d'être responsable de ses décisions. Voilà. Mais en gros, c'est la liberté. Et j'ai juste envie de dire un truc, c'est que pour être libre et pour que notre entreprise soit vraiment à notre service et nous amène la liberté que l'on souhaite obtenir depuis des lustres, je pense que ça commence par être libre avec soi-même. Et la liberté avec soi-même, ça engendre plein de trucs, mais ça engendre, comme je te le disais tout à l'heure, et pour moi c'est fondamental, même si c'est pas sexy, c'est apprendre vraiment sur soi, se connaître, mais par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est pas juste comme ça, ouais, mais attends, je me connais, hein. Non, 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 c'est creuser, aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ça serait le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vraiment de se reconnecter à sa mission d'âme et d'être certaine que on fait ce pourquoi on est missionné. On transmet ce que l'on sait le mieux faire. On- on- Sinon, tu as un pied qui est plus sur le chemin, quoi. Voilà, ça serait vraiment le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est vraiment, malgré tout ce qu'on va apprendre, toutes les stratégies, la com, le marketing, les machins, etc., pour moi, en tout cas, moi, c'est ce que je fais qui me va très bien, c'est suivre son intuition, écouter son cœur. Ça aussi, c'est bateau, ça fait gneu et tout ça, ça me gonfle un peu aussi. Mais en même temps, il n'y a pas d'autres mots. Pour moi, suivre son intuition, lui, il ne trompe jamais. C'est-à-dire que ce qui est l'élan, qui est la vibration qui est au fond de toi, énergétiquement, il ne te trompe pas. Après, tu as le mental qui vient derrière. Si tu fais suivre le mental, tu risques de te prendre une grosse gamelle. Si tu suis ton intuition, le seul risque que tu prends, c'est la responsabilité de tes résultats, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup ne suivent pas leur intuition, parce qu'ils ont peur que s'ils se plantent, ils ne puissent s'en prendre qu'à eux. Tu vois? Donc, mais moi, je dis c'est un kiff total. Donc, ouais, suivre son intuition dans le cheminement. Si tu as envie d'écrire un livre, mais putain, écris un livre. Si tu as envie de faire un truc de dingue, mais vas-y, plante-toi cet objectif-là. Demande-toi pourquoi tu as vraiment envie, pourquoi ça résonne vraiment. Te demande pas comment. Réfléchis à ton pourquoi. Le comment, il va venir naturellement, tout le temps. Voilà, c'était mes petits conseils. Merci. J'en ai plein d'autres, hein, mais bon, c'est bon là. Sinon, Merci notre beaucoup. podcast, il va durer 3 heures. Et du coup, Elodie, on te retrouve où si on veut te suivre? Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux, ton site, pour qu'on puisse te suivre si on veut te suivre? Alors oui, on me retrouve sur le site choisirdereussir.com. On me retrouve sur les réseaux sociaux. Alors Instagram, c'est Elodie Florenti, tout court. Tout simple. Sur Facebook, bah, y a ma page pro qui s'appelle aussi Elodie Florenti, provocatrice d'action pour le succès des entrepreneurs. Il y a mon profil perso, j'ai un LinkedIn Elodie Florenti aussi. Donc, c'est tout simple, hein. Moi, tu me cherches, tu tapes Elodie Florenti, normalement, tu me trouves. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Elodie. J'ai adoré et puis à bientôt, peut-être. Ouais, c'est moi qui te remercie. Un gros bisou. Merci beaucoup pour cette invitation. Et bon succès à ta communauté que je souhaite énorme. Je te fais des Merci. bisous.